Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 308e briefing éclairage sur l'activité en Russie. Alors vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes trois, nous avons repris une vieille tradition de l'invité mystère et donc nous avons la joie aujourd'hui d'avoir Jean-Paul Schulz, que je vous présenterai tout à l'heure, Escalité. Voilà, et par contre nous n'avons pas Igor qui va porter la bonne parole, je crois, à Saint-Malo aujourd'hui et il sera la semaine prochaine au Japon. Donc tout le poids va reposer sur les larges épaules d'Arnaud, mais nous lui faisons confiance et il va nous dire à peu près tout ce qui s'est passé dans le monde. Mais je pense que tu vas commencer par l'actualité économique et politique en Russie avant d'aborder l'international. Et ensuite, nous aurons une partie plus moscovite avec Jean-Paul. Nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, je vais commencer par l'économie, la macroéconomie, avec quelques chiffres, quelques indices. L'indice PMI, vous savez, qui est publié sur une base mensuelle, euh, qui couvre le secteur des services, mais également les industries manufacturières. S'agissant des services, on constate en janvier un rebond assez significatif à 53,1 points, donc en zone verte. À l'inverse, l'indice qui mesure donc l'activité du secteur manufacturier reste en dessous du seuil des 50 à 49,4, mais là aussi en hausse par rapport au 48,1 du mois précédent. Donc un regain d'activité, il faudra voir en février si cela se confirme, si ça marque une tendance ou si c'est un rebond ponctuel. Les analystes de l'ACRA, qui est l'agence de notation russe, ont pour leur part publié des prévisions de croissance à moyen terme pour la période 2026-2028. Pour 2026, ils sont, je dirais, dans la même fourchette que le FMI, que la Banque mondiale et que le gouvernement russe, même si le gouvernement russe est dans la partie haute de la fourchette, c'est-à-dire entre 0,8 et 1,4. Pour la suite, en 2027, l'ACRA envisage une croissance située entre 1% et 1,5. Euh, Ensuite, quelques mots d'un projet de loi important. On en a parlé ici avant l'été, on en a parlé en réalité depuis plusieurs mois, en lien avec les déprivatisations qui sont des renationalisation provisoire avec ensuite généralement une vente aux enchères, donc un changement de processus de changement de main d'actifs qui est un processus massif, important, surtout en région. Et on avait dit ici à plusieurs reprises que cela inquiétait les milieux d'affaires russes, français également, mais principalement russes. Eh bien, le ministère de l'économie a préparé un projet de loi, plus précisément des amendements à la loi existante qui prévoient un délai de prescription de 10 ans. En d'autres termes, il ne serait plus possible d'arguer d'éventuelles fraudes ou infractions ou non-respect de la loi pour des dossiers qui remonteraient aux années 90 ou au début des années 2000, ce qui est le cas aujourd'hui. Dans certaines affaires, on voit que sont exhumés, si j'ose dire, des dossiers extrêmement anciens. On verra si le gouvernement suit, si la Douma suit, quelle est la position du Kremlin. En tout cas, ce serait un signal encourageant pour les milieux d'affaires russes et par extension étrangers. L'Union européenne réfléchit et travaille même activement à la préparation d'un 20e paquet de sanctions, si l'on en croit l'agence Bloomberg. Ce paquet pourrait être annoncé le 24 février prochain à l'occasion du quatrième anniversaire du début du conflit en Ukraine, mais ce n'est pas certain parce qu'il y a des procédures, il y a des concertations entre États membres. Mais enfin, l'objectif est celui-ci et il se dit que pourrait être sanctionné, c'est-à-dire interdite en réalité, les importations de cuivre et de d'autres métaux comme le platine par exemple en provenance de Russie. Cela, le cas échéant, affecterait les intérêts de Norilsk Nickel, dirigé par Vladimir Potanin qui cependant n'est pas forcément à plaindre dans l'immédiat en tout cas, puisque
Il est toujours en tête du classement Forbes des fortunes de Russie avec une fortune évaluée à près de 30 milliards de dollars. Quelques mots sur les importations de gaz par l'Union européenne, avec en janvier le gazoduc Turkish Stream, donc qui part de Russie, qui va en Turquie, comme son nom l'indique, et qui ensuite aboutit dans les Balkans, et bien, a atteint des niveaux inédits, euh, en hausse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est dû bien sûr à la vague de froid. C'est vrai également pour le GNL. Donc la question maintenant étant de savoir ce qu'il va se passer l'année prochaine. Si jamais il y avait un hiver rigoureux, est-ce que on pourra se passer de ce gaz-là ou est-ce que ça créera des tensions sur les prix? Question à suivre. Un mot aussi encore d'économie avec le salaire moyen nominal en Russie qui a augmenté de 13% en glissement annuel et qui dépasse le seuil des 100 000 roubles, 101 000 roubles d'après Rostat, compte tenu de l'inflation. Donc, la croissance est moindre, mais enfin, reste assez significative, aux environs de 5% l'an dernier. Cette croissance des salaires réels et des revenus réels au sens large devrait ralentir très significativement en 2026. Quelques mots de politique intérieure et de faits de société, avec d'abord une réconciliation spectaculaire et mise en scène, une réconciliation entre deux poids lourds de la scène caucasienne, nord-caucasienne, d'une part Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, et d'autre part Soleiman Kerimov, sénateur du Daghestan et oligarque de premier plan en Russie. Pourquoi réconciliation? Parce qu'il y avait eu, on s'en souvient, en 2024, de très vives tensions qui étaient allées jusqu'à des menaces de mort à peine voilées de la part de Kadyrov. Voilà. Je rappelle le motif du contentieux à l'époque, c'était la fameuse affaire Wildberries, hein, le conflit d'actionnaires. À l'époque, euh, l'un des actionnaires s'était tourné vers Ramzan Kadyrov et ses affidés. Euh, et donc tout ça avait menacé de dégénérer. Aujourd'hui, donc cette réconciliation a été organisée, mise en scène par le Kremlin, par l'administration présidentielle. C'est important. Alors on a dit que certaines rumeurs insistantes s'installent dans le microcosme moscovite à propos de l'état de santé de Monsieur Kadyrov. En tout cas, pour le Kremlin, il est important que cette région reste stable et donc que les personnalités politiques et économiques de cette région s'entendent bien ou à minima ne soient pas en guerre ouverte. Un fait de société qui va parler forcément à notre invité du jour, hein, et qui fait écho à une tragique actualité en France. Il y a eu cette semaine deux incidents majeurs dans des établissements scolaires en Russie, à Oufa, dans la région de Krasnoïarsk également, avec un tir avec un pistolet à air comprimé sur un professeur et trois camarades de classe, donc, à Oufa, avec un blessé. Et en Sibérie, c'est une attaque au couteau. Et on voit se multiplier ce type d'incident en Russie depuis des mois, même quelques années. Et on voit que, bien, il s'agit d'un phénomène pan-européen et même pan-occidental, euh, au sens large. En tout cas, la Russie n'est certainement pas à l'abri de ce type d'incident. Un autre petit signal, la prime versée par la municipalité de Saint-Pétersbourg aux personnes qui signent des contrats d'engagement avec le ministère de la Défense est de nouveau à la hausse. Dans la capitale du Nord, elle atteint 2,6 millions de roubles, ça fait pratiquement 30 000 euros, donc à la signature. À cela s'ajoute une prime fédérale de 400 000 roubles. Ça veut dire donc une personne qui s'engage pour le ministère de la Défense à Saint-Pétersbourg reçoit à la signature près de 3 millions de roubles, auxquels s'ajoutent bien sûr les, les soldes qui généralement dépassent les 250 000 roubles par mois. Euh, que voit-on par ailleurs? Décidément un chapitre éducatif important, un chiffre qui m'a
intéressé et que je vous livre. 400 000 personnes en 2025, 400 000 étudiants étrangers seraient présents en Russie donc en 2025 et étudient dans des établissements de l'enseignement supérieur, avec comme pays d'origine principaux le Kazakhstan, la Chine, le Turkménistan. Et la part totale des étrangers parmi les étudiants en Russie atteint 8,5% en 2025. C'est un, voilà, on parle souvent des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, bien sûr, qui sont des terres d'accueil importantes pour les étudiants étrangers. La Russie également, de longue date, mais ça avait un peu fléchi dans les années 90 et 2000, mais redevient, semble-t-il, une destination significative sur la carte universitaire mondiale. J'en viens maintenant au chapitre international, avec une actualité diplomatique toujours dense autour de la guerre d'Ukraine, avec la reprise des négociations trilatérales à Abu Dhabi, donc un second tour qui s'est tenu hier et aujourd'hui en présence des délégations ukrainiennes, russes, mais également des deux médiateurs américains, Jared Kushner et Steve Witkoff. Euh, les Ukrainiens se sont exprimés sur le sujet il y a quelques minutes en disant que c'était très positif. Je n'ai pas vu passer de réaction russe. À voir, mais en tout cas, les choses suivent leur cours. Trop lentement, sans doute, mais le processus n'est pas bloqué et c'est peut-être l'information principale. S'agissant des points qui restent en suspens, il y en a toujours plusieurs. En réalité, il y a évidemment les questions territoriales. Il y a la question du fonctionnement de la centrale nucléaire Zaporizhia et celle des garanties de sécurité accordées à l'Ukraine par les Occidentaux, avec sur ce point précis des fuites dans le Financial Times dont on sait qu'il est bien informé. Il est bien informé parce qu'en réalité, il est très proche. Ses correspondants à Kiev sont très proches de la présidence. Donc, quand il y a des fuites, on sait d'où ça vient. Et ça reflète généralement les positions ou en tout cas les intérêts ukrainiens. Donc, le Financial Times a obtenu copie des propositions discutées entre Américains, Européens, Ukrainiens, euh, discutées en décembre, en janvier, et qui prévoit une réponse à plusieurs niveaux à d'éventuelles violations par la Russie d'un futur cessez-le-feu. À noter, et c'est sans doute la faiblesse principale de ce mécanisme, c'est que la Russie n'en fait pas partie. Encore une fois, on reste dans cet exercice entre Occidentaux et l'Ukraine. Or, la Russie a toujours fait savoir, et elle l'a rappelé ces dernières heures, qu'elle était fermement opposée, par exemple, au déploiement de contingents étrangers en Ukraine, qui, selon Moscou, se constituerait une cible légitime. Donc, on voit que ces discussions avancent, mais elles sont largement facilitées par le fait qu'il s'agit d'un entre-soi, finalement, pour l'instant en tout cas. Que dire d'autre? Qu'il y a des nouvelles asiatiques et des nouvelles de dernière minute, ma foi, assez intéressantes. Le volet asiatique, tout d'abord, avec la visite de Sergei Shoigu, le secrétaire du Conseil de sécurité russe à Pékin, où il a eu des échanges avec le ministre chinois des Affaires étrangères. Ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée, le président Poutine a eu hier une vidéoconférence enfin, avec son homologue Xi Jinping. Donc on voit une relation russo-chinoise qui reste très substantielle et Russes et Chinois tiennent à le faire savoir et à le faire savoir principalement aux États-Unis, puisque la discussion entre les présidents chinois et russes intervenait juste avant un appel entre les présidents américains et chinois. Euh, Par ailleurs, toujours en Asie, des discussions entre un vice-ministre russe de la Défense et un représentant du régime birman, avec toujours des plans de coopération militaire entre les deux pays. Ça reste d'actualité. Mais l'actualité la plus intéressante, à mon avis, la plus significative, c'est la fameuse dernière minute, c'est la possible et même désormais probable
prorogation du traité START 3, traité qui porte sur la limitation des armements stratégiques entre les États-Unis et la Russie, dont on sait qu'il arrive à expiration demain, je crois, ou ce soir. Euh, les Russes étaient inquiets de l'absence de réaction américaine. Depuis des mois, ils tentent des perches, si j'ose dire, à Washington. Et si l'on en croit Axios, qui est une publication généralement bien informée, qui dispose à l'évidence de bonnes sources au sein de l'administration de Trump, eh bien, la Maison-Blanche pourrait in extremis proroger cet accord, ce qui aurait une valeur à la fois pratique mais également symbolique importante dans le cadre du dialogue russo-américain. Et enfin, pour conclure, je reviens, si tu me le permets, cher président, aux questions intérieures, mais ça va un peu au-delà. Je voudrais signaler la démission d'un personnage qui a compté dans le paysage politique russe, dans les cercles de pouvoir russes des années 2000-2010, Sergei Ivanov. La formule est un peu galvaudée, mais on peut dire quand même qu'une époque s'en va ou qu'une époque se clôt. Qui était Sergei Ivanov? Alors il démissionne hier de son poste de conseiller du président pour les questions de transport et d'écologie. C'était un poste très symbolique et subalterne, mais Sergei Ivanov, encore une fois, a été un personnage très important dans la Russie des années 2000-2010, dans le premier cercle du président russe. C'est quelqu'un qui, comme Vladimir Poutine, est issu du KGB, du renseignement extérieur. À la différence de Vladimir Poutine, il avait fait carrière en Occident, ce qui accessoirement, il faut le dire, était plus prestigieux au sein de la première direction principale du renseignement extérieur. Sergei Ivanov avait été notamment en poste au Kenya, en Suède, il parlait suédois. Et il a été, à la fin des années 90, il a rejoint Vladimir Poutine au FSB lorsque Vladimir Poutine en était le directeur. Vladimir Poutine, une fois président, a nommé Sergei Ivanov d'abord secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Et Sergei Ivanov a commencé ce travail d'éviction des oligarques, en tout cas de certains d'entre eux, de cette sphère de la sécurité nationale. On pense bien sûr à Berezovski. Il a ensuite, en 2001, été nommé ministre de la Défense à une époque où l'armée russe était engagée en Tchétchénie dans des combats assez rudes. Il a lancé un processus très long et très compliqué, surtout qu'à l'époque, la Russie était encore assez impécunieuse, de réforme de l'armée. Et puis, il est devenu premier vice-premier ministre. Euh, mais, et c'est sans doute le point de bascule de sa carrière, en fin 2007, en décembre 2007, alors qu'il était en concurrence avec Dmitri Medvedev, eh bien c'est ce dernier qui a été préféré par Vladimir Poutine pour lui succéder au Kremlin, pour assurer l'intérim pendant 4 ans. Mais Sergei Ivanov a ensuite dirigé l'administration présidentielle. Donc voilà, un personnage important, ce qu'on pourrait appeler, même si la correspondance est un peu douteuse, mais quand même, un grand commis de l'État russe. Un profil en tout cas de, oui, voilà, de fonctionnaire, une réputation assez, comment dire, assez positive dans un paysage qui compte des personnages plus discutables, on va dire, des choses comme ça. Donc voilà, une époque qui se clôt et qui nous rappelle que eh bien, ça fait 25 ans que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie et que il y a un processus de renouvellement qui s'engage par petites touches. Euh, il y avait eu en 2016 Monsieur Yakounine, qui à l'époque semblait intouchable, qui avait quitté les chemins de fer. Aujourd'hui, Sergei Ivanov, il y a quelques semaines, Dmitri Kozak. Voilà, donc cet entourage de Vladimir Poutine, qui est constitué de plusieurs strates, depuis les années 60, à l'époque du club de judo de Leningrad. Ensuite, il y a eu la direction régionale du KGB de Leningrad. C'est de cette strate-là dont était issu Sergei Ivanov. Ensuite, il y a eu la période est-allemande avec Monsieur Tchemezov. Ensuite, la période mairie de Saint-Pétersbourg. Eh bien, c'est cet entourage qui finalement, au sein duquel on voit très peu de nouveaux entrants, eh bien,
commence à perdre certains de ses membres et le renouvellement, je n'irai pas jusqu'à dire que le changement c'est maintenant, mais en tout cas une forme de renouvellement est engagée et le départ de Sergei Ivanov, encore une fois, a une forte portée symbolique parce qu'il a beaucoup compté, encore une fois, au moment de l'ascension de Vladimir Poutine au pouvoir, au moment de l'installation de ce système. Merci beaucoup. Et alors, Ivanov, alors c'est toujours curieux de dire que les plus recommandables que les autres quand on pense à un ancien du KGB. Donc, il y a une norme des valeurs qui est assez étonnante. Euh, Je non, fais référence au fait qu'il y avait KGB et KGB. Il y avait le renseignement extérieur et ceux qui chassaient les dissidents. Ils n'avaient pas tout à fait le même profil ni le même travail, même si c'était la même maison. Et surtout, une réputation en termes d'intégrité personnelle. ce qui est effectivement plus rare. Et par contre, on a une idée des raisons de sa démission. Il a été mis dehors ou est-ce qu'il part Non, pour non, des non, raisons non, médicales non, à professionnelles? sa demande, l'âge, il a 73 ans. On sait qu'il avait été très affecté par la perte d'un de ses fils il y a quelques années. Et donc, tout simplement, il souhaitait prendre du champ. Très bien, c'est une bonne. Alors, on a quelques réactions sur un peu pour remonter le fil de la discussion. Parler de Shoigu, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Il en est où? Parce qu'à un moment, il était un peu sur la sellette. Son entourage se retrouvait volontiers en prison. Lui-même semble avoir échappé au pire. Que se passe-t-il pour lui? Bien, merci de me tendre cette perche parce qu'il se passe des choses assez étonnantes en réalité. Il est assez inattendu. En tout cas, je ne m'y attendais pas au vu de ce qui s'était passé ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, au printemps 2024, euh, dans le cadre d'un remaniement ministériel, contre toute attente, au milieu du gué, Sergueï Shoigu n'avait pas été reconduit à son poste de ministre de la Défense. Et dans la foulée, eh bien, effectivement, comme tu le rappelais, le ministère de la Défense a connu une forme de, bon, peut-être pas de purge, mais enfin si, quand même, il y a eu plusieurs généraux, et pas des moindres, réputés proches de Shoigu, inquiétés, pour certains d'entre eux jugés, condamnés et incarcérés, pour des affaires de corruption. Et les montants colossaux. Euh, Par ailleurs, donc Shoigu, qui n'a pas été personnellement inquiété, il a été rétrogradé, même s'il n'a pas été mis dans un placard, puisque le poste de secrétaire de Conseil de sécurité nationale, on l'a dit, lui permet de voyager, lui permet de passer des messages. Récemment, il est en Corée du Nord, là, il était en Chine. Mais enfin, la perception dans les cercles de pouvoir russes était qu'il était quand même descendu d'une ou deux marches. Et surtout, son entourage a été inquiété. Et, par exemple, outre les incarcérations et les, les purges que j'évoquais, il n'a pas pu imposer un de ses proches au poste de sénateur de la République de Touva, qui est sa région natale. Donc on pensait qu'il était vraiment dans une mauvaise passe et que tôt ou tard, ça pourrait mal se terminer, y compris pour lui. Eh bien, surprise, la semaine dernière, on a appris la nomination de sa fille, Ksenia Shoigu, à la tête d'un fonds de développement du Centre scientifique et technologique innovant, je cite, Vallée de Mendeleïev, qui aura pour mission la création d'un cluster dédié, et ce n'est pas rien, au traitement des métaux rares, des terres rares, en Sibérie. Donc, totalement inattendu parce que généralement les disgrâces ou les demi-disgrâces, on commence par la périphérie de l'entourage et puis on se rapproche. Et donc la dernière étape avant Shoigu, c'était sa famille. Et bien là, on a un signal inverse. C'est très intéressant, c'est très inattendu et ça veut dire que Monsieur Shoigu, qui, on s'en souvient, avait accueilli sur ces terres sibériennes Vladimir Poutine pour des parties de chasse, de pêche et de camping, eh bien, a de la ressource. C'est ça la leçon. Merci pour ce retour aux grandes heures de la kremlinologie. Et voilà, donc alors ça te tend un peu la perche aussi, parce que une question qui a été levée, c'est la question du cuivre et du platine qui serait sous sanction. Est-ce que ça veut dire que l'Occident a d'autres sources d'approvisionnement de façon sûre? Parce qu'on sait que souvent, notamment quand on a parlé longtemps du gaz et du pétrole, la difficulté, c'est bien de faire des sanctions, mais c'était aussi se tirer une balle dans le pied. Or, on sait qu'il y a des tensions sur le cuivre, le platine probablement aussi. Euh, Comment il faut analyser ce signal?
Alors, je ne sais pas, hein, j'ai pas regardé la, comment dire, la composition des importations européennes. Moi, je regarde plus le volet russe. J'espère que les choses ont été anticipées. Il ne faut pas sous-estimer l'incompétence ou le degré d'idéologie des personnes qui font ces sanctions. Je crois que le but, en fait, c'est de sanctionner la Russie, quoi qu'il en coûte. Euh, Ça peut coûter cher. L'expérience le montre. Et dernière question qui va nous ramener aussi ensuite vers notre invité. Tu parlais des étudiants étrangers en Russie. Est-ce qu'on a une idée, premièrement, d'où ils viennent? Quel est le bassin de recrutement ou les bassins de recrutement? Et est-ce que c'est du recrutement sur une base commerciale ou est-ce que c'est comme à l'époque soviétique sur une base plus idéologique retrouver ensuite, enfin pour créer des gens qui ont ensuite un lien affectif, personnel avec la Russie et qui permet un développement des affaires à plus long terme. Je dirais que oui, on est plus dans une logique de soft power, hein, donc le gisement, je l'ai dit, c'est la Chine, c'est le Kazakhstan, le Turkménistan, qui est un petit pays, mais qui apparemment envoie beaucoup de gens proportionnellement en Russie. On sait par ailleurs que l'Afrique envoie plus de 30 000, donc ça ferait presque 10% du quota plutôt du contingent d'étudiants étrangers. Il y a des quotas réservés par pays. Donc, chaque pays a un quota. Ça veut dire que l'État russe paye des bourses qui sont souvent complétées par des bourses des États concernés. Il y a sans doute aussi la possibilité de cursus sur une base commerciale, mais on est plus, encore une fois, sur voilà, des quotas octroyés par l'État russe, des quotas gratuits avec hébergement, d'abord une année préparatoire, comme toujours, à la langue russe, etc. Donc c'est assez classique finalement. Et on connaît les domaines d'enseignement, j'imagine, comme dit toujours, la médecine, l'agriculture, Oui, probablement un peu de métallurgie. oui, alors j'ai pas les chiffres, la décomposition des chiffres, il y a effectivement de la médecine, il y a voilà, des spécialités où la Russie a des choses à offrir, hein, où elle reste compétitive et moins chère que les pays occidentaux, moins chère que les États-Unis, que la Grande-Bretagne. Après, il y a une autre, mais ils ne sont pas dans ces statistiques, hein, mais il y a évidemment l'enseignement militaire. Mais là, c'est d'autres filières, d'autres académies, c'est moins massif et encore une fois, ça ne fait pas partie de ces 400 000. Ce ne sont pas des étudiants comme les autres, si je veux dire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, on va se tourner vers notre invité. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Paul Chausse, qui est proviseur du lycée français de Moscou, donc Alexandre Dumas. Alors, jeudi dernier, on a vu des questions justement sur le lycée dans son entièreté, on va dire comme ça. Donc, j'avais avancer quelques informations et explications, mais il semblerait que ça a amené plus de troubles que d'explications. Donc on a eu pas mal de retours, choses comme ça, des gens qui soit s'inquiétaient, soit s'interrogeaient. Donc on a estimé que c'était encore une meilleure idée d'aller directement à la source et d'avoir les meilleures informations. Donc Jean-Paul a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et va donc pouvoir nous dire ce que c'est que le lycée aujourd'hui, quelles sont ces transformations qu'on attend? Quelles sont les conséquences concrètes? Voilà, donc peut-être déjà un état des lieux et puis un peu nous dire vers quoi on va. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Gilles de cette invitation. Effectivement, en tant que voisin, j'ai eu grand plaisir à traverser la rue ce soir pour venir s'adresser à vos interlocuteurs et à toutes les personnes qui nous suivent. Donc effectivement, le lycée Alexandre Dumas de Moscou reste un établissement géré par le réseau de l'AEFE, hein, de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. C'est ce qu'on appelle un établissement en gestion directe, donc c'est-à-dire qu'il y a des liens très de grande proximité avec la France et qui est géré un petit peu comme un établissement français, comme ce serait le cas dans une quelconque académie française. Le lycée Alexandre Dumas, c'est aujourd'hui effectivement trois sites, et c'est un petit peu le sujet vers lequel on va venir. Trois sites, donc deux sites pour l'école primaire, le site historique hein, que tu as présenté la semaine dernière, le site de l'IDF, de l'immeuble de France, sur lequel nous sommes bien implantés, du rez-de-chaussée jusqu'au sixième étage, et dans lequel, et c'est une vraie précision intéressante,
Nous possédons une très belle salle de sport qu'on peut qualifier de gymnase, qui est vraiment bien équipé, très lumineux et propice aux activités motrices et sportives des enfants de la maternelle jusqu'au plus grand âge de l'école primaire, c'est-à-dire une dizaine d'années. Le deuxième site de l'école primaire, c'est encore aujourd'hui le site de l'école Ivan Bounine, effectivement dans le quartier Bauman, près de la station de métro Baumanskaya. C'est un établissement, c'est un site qui accueille aujourd'hui 130 élèves. Et effectivement, dans le contexte que nous connaissons de réduction de nos effectifs, même si je tiens à dire que aujourd'hui même, nous sommes à 661 élèves sur l'ensemble du lycée, c'est-à-dire que depuis 2023, nous n'avions pas connu autant d'élèves au lycée français de Moscou, mais effectivement, avant 2022, le lycée comptait plus de 1200 élèves sur l'ensemble de ces trois sites, et donc le pragmatisme nous oblige à réduire la voilure pour permettre une meilleure projection sur l'avenir. Notre objectif, c'est d'assurer la pérennité de l'établissement, d'un établissement qui a besoin de vivre à Moscou, à la fois pour la communauté française, mais également pour nos amis russes qui s'intéressent de près à notre établissement pour ce qu'il peut leur offrir comme perspective d'avenir, mais aussi de présent dans la qualité de ce que l'on propose. Et donc notre objectif, c'est la pérennité de l'établissement. Effectivement, 3 sites aujourd'hui pour un établissement de 660 élèves, c'est trop, ça coûte trop cher à l'établissement. Et je rappelle que nous ne percevons pas de subventions de l'État français, si ce n'est une petite partie des salaires des personnels détachés qui représentent 45% de l'établissement qui sont payés par la France, mais c'est simplement une petite partie de ces salaires-là. Et pour tout le reste, nous comptons sur nos propres recettes, c'est-à-dire effectivement les frais d'écolage dont tu parlais, Gilles, la semaine dernière. Donc, la direction de l'établissement, en concertation avec l'ambassade de France, avec l'AEFE et avec l'ensemble de la communauté, a pris la décision de fermer l'école Bounine pour la rentrée prochaine. Cette fermeture a donc une logique économique, c'est vrai, mais également une logique en termes d'organisation et également en termes bâtimentaires. L'école Bounine est certes une vraie école, hein, tu l'as souligné, avec des espaces de qualité pour l'enseignement, mais c'est une école que nous louons cher aux autorités locales et qui vieillit, qui a mal vieilli et dont le propriétaire s'occupe peu ou s'occupe pas d'ailleurs. Et donc, seul le lycée français assure les travaux de maintenance de cette école. Le bail arrive à échéance en 2030. Il y aurait de gros travaux à faire pour maintenir l'établissement, aussi bien des travaux en toiture que dans les souterrains de l'établissement. Et donc, il est raisonnable d'un point de vue économique et d'un point de vue bâtimentaire et d'un point de vue sécuritaire également de fermer ce site. Évidemment, l'objectif n'est pas de léser les familles, mais au contraire de continuer à leur assurer un enseignement de qualité. Et pour ça, nous nous engageons à ce qu'il n'y ait pas plus de 22 à 23 élèves par classe l'année prochaine sur la partie école primaire. C'est ce qui est déjà le cas actuellement. Et donc, comme tu l'as dit, Gilles, les enfants les plus jeunes seront sur le site de l'IDF, de la maternelle jusqu'au CE2. Et pour les plus grands d'entre eux, ce qu'on appelle le cycle 3, CM2 et CM1, CM1 et CM2 dans l'ordre. Ils rejoindront leurs camarades du collège et du lycée à Milioutinski, en face d'ici, et pour entamer leur cycle 3 qui les amènera jusqu'à la fin de la sixième sur le même site que celui de leurs camarades du collège. Donc effectivement, une logique économique, un maintien de la qualité et également une protection, j'allais dire, pour l'établissement, de ne pas garder un site qui serait à terme compliqué à maintenir, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue technique. Voilà, donc j'en profite puisque j'ai la parole pour faire un peu de promotion. L'école primaire fait la semaine prochaine ses journées portes ouvertes. Donc vous pouvez vous rendre à l'IDF pour découvrir nos enseignements. Tout ceci est sur notre site internet. N'hésitez pas à vous inscrire pour nos journées portes ouvertes. C'est un moment important de la vie de notre établissement. Et vous pouvez également venir visiter notre établissement à chaque fois qu'il y a des marchés organisés par nos amis artisans français, marché de rentrée, marché de Noël, marché de printemps bientôt, je le souhaite, qui permet aussi le week-end de faire vivre l'établissement.
et de venir visiter nos locaux. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, sur notre site internet, vous trouvez nos contacts et vous pouvez tout à fait venir nous voir, visiter, rencontrer et on vous montrera et on vous démontrera à quel point vos enfants seront bien accueillis dans notre beau lycée. Voilà, merci vraiment de la parole qui m'a été donnée ce soir et merci de vous intéresser au lycée français de Moscou et à l'éducation de ces jeunes. Je crois qu'on l'a dit ce soir à travers les différents dossiers. Ces jeunes sont l'avenir, l'avenir de la biculturalité franco-russe et donc ouvrons-leur grand les portes de notre établissement. Merci beaucoup, vraiment. Mais de rien, alors juste petite précision, peut-être donner le nom du site, c'est lfm.ru, c'est ça? LFM, effectivement. Alors, on a aujourd'hui les deux possibilités au vu des difficultés de l'Internet. On a deux sites jumeaux, donc lfmoscou.com ou lfmoscou.ru. Les deux sont disponibles en fonction de vos possibilités de vous connecter. Voilà, bonne soirée. Et des VPN. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était vraiment intéressant et je pense que tout le monde voit mieux maintenant ce qu'on voulait dire la semaine dernière, peut-être pas avec les mots les mieux choisis, mais voilà, on a l'information qui nous vient en direct. Merci infiniment. Donc nous nous retrouvons lundi. À tout le monde, passez un bon week-end. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.